Alors bonjour à tous, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Florian Ransford. Donc Florian est le fils d'Emmanuel Ransford avec qui on a déjà fait une vidéo, donc je mettrai le lien de la vidéo en lien en dessous. Et alors Emmanuel Ransford c'est un chercheur indépendant, un philosophe des sciences et Florian, toi, son fils, je crois que tu as pris un petit peu le pas dans les pas de ton père. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Pensée Quantique. Et je vais te laisser la parole pour que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Donc, bonjour Florian. Bonjour Christine, merci beaucoup de me recevoir ici, dans ce beau jardin. Merci beaucoup. Hem, oui, je peux en dire un peu plus. Donc mon père, il a vraiment cette approche, très, centrée sur la physique, avec tout le formalisme que ça implique et tout le temps passé à étudier les maths que ça implique. Je me suis pas tourné avec autant de passion vers les maths du tout, mais par contre, moi, je suis beaucoup plus, on va dire concentré sur, toute la portée, en lien avec la médecine en général, donc le médical et le paramédical, les influences qu'a le modèle qu'il a développé dans, toutes les questions, relatives à la médecine en général, on va dire. Et par rapport à ça, c'est plutôt une affaire de traduction, je dirais. Il y a des Mhm, chercheurs qui vont travailler sur certaines choses, mais alors parfois la difficulté, c'est comment est-ce que j'arrive à transmettre ça, heu, aux gens en général, qui vont pas forcément, hem voilà, être dans une recherche approfondie sur des questions de physique, de métaphysique, de maths et autres. Et donc c'est ça vraiment qui m'intéresse parce que c'est ça moi qui est ce, dans quoi je me reconnais, en fait. Donc moi, c'est plutôt l'aspect comment communiquer, en fait, autour de ça et quels bénéfices on peut aussi en tirer au quotidien, déjà pour ma vie personnelle et ensuite oui. pour tous les autres, dans nos voilà, qu'est-ce que ça ouvre? Quelle nouvelle réalité ça ouvre? Et puis du coup, à mon niveau, je fais des accompagnements, parce que je m'intéresse en général au pouvoir de la conscience, et mon père, il a développé du coup un modèle qui aborde la dimension consciente de tout phénomène. Il dit d'abord que la conscience existe, qu'elle est réelle et à partir de là, il y a plein de choses à dire. Mais, Oui, hem donc moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Je m'intéresse beaucoup au pouvoir de la conscience et je m'intéresse beaucoup à comment est-ce que je peux enrichir ma façon d'accompagner de ces pouvoirs-là, justement. Et donc j'accompagne en groupe ou en individuel. En ce moment, beaucoup moins de choses en présentiel, bizarrement. eh oui. Et puis je m'intéresse aussi à la dimension, heu, dans le cadre des collectifs, que ce soit en entreprise, en association, que ce soit, avec juste des communautés. Comment est-ce qu'on peut enrichir aussi nos façons de fonctionner, notre intelligence collective en général? Et c'est une question qui nous concerne aussi énormément aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut booster, ouais, en un sens, l'intelligence collective à partir des nouvelles connaissances qu'on peut avoir sur les pouvoirs de la conscience, encore une fois? Parce Voilà. que c'est une ouverture à un monde extrêmement riche et donc voilà, je me dis: «Pourquoi s'en priver?» et on peut en profiter et je m'intéresse énormément à ça et franchement, je me rends très bien compte qu'on en est juste au balbutiement, en fait, qu'on arrive comme devant une nouvelle terre, terra incognita, on arrive sur le territoire et on voit juste les débuts, quoi et ça donne envie d'explorer, abondamment. Voilà. D'accord, oui. Ben, c'est pour ça que j'ai voulu t'interroger, pour Pensée Quantique parce que justement, on s'intéresse aussi beaucoup, chez nous, à la conscience et au lien que ça peut avoir avec la guérison. Donc je crois que tu vas nous parler de ça aussi, dans cette interview et peut-être on pourrait commencer, par la question, la question difficile. Est-ce que tu pourrais nous donner, une définition ou ce que c'est que pour toi que le quantique? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, quantique? J'avoue. Non, heureusement, bah, pour moi, c'est justement la question la plus facile. Après, Tant on mieux. va on va voir. Mais, donc la physique quantique, c'est, le mot quantique, ça se réfère au quanta. Mmh. Le singulier de quanta, c'est quantum, donc c'est le quantum d'action. Donc c'est venu, d'une idée de Max Planck qui a écrit, une lettre en réponse, enfin, il échangeait avec un ami le soir du 16 octobre 1900, donc ça remonte à il y a 120 ans et il écrivait, une lettre où il s'est dit, qu'étrangement, heu, les choses fonctionnent
si on découpe par petits morceaux Mmh. l'énergie qui est transmise. Je me permets une équation, c'est E égale HF. Et donc l'idée, et c'est seulement la seule lettre que je vais faire apparaître, je pense, dans ce temps, c'est la lettre H, c'est la constante de Planck. Et cette constante, c'est celle qui impose à tout élément de matière d'être toujours égal à 1 ou à 2 ou à 3. Il est toujours entier. Tout élément de matière est toujours entier. Il ne peut pas être découpé. À partir du moment où je sais pas moi, par exemple les photons qui m'arrivent là du soleil, je les capte par ma rétine et ces cellules photoréceptrices vont capter les photons, et ben à Mmh. chaque fois, je vais capter un photon entier. Je vais jamais capter Mmh. un morceau de photon. Ils ne sont pas Voilà. Et ça, divisibles. voilà, et c'est ça. Atomos, Démocrite, il s'est dit: «Tiens, l'atomos, c'est l'indivisible. Peut-être que, la matière, à la base, on peut arriver, quand on zoome assez, sur un niveau où on trouve des particules élémentaires, donc des particules élémentaires de la matière, donc des éléments qui sont insécables au niveau de la matière et qu'on va donc pas pouvoir découper, par définition.» Et donc c'est ça, à la base, la physique quantique, et c'est un peu plus que ça évidemment, parce que sinon on n'en parlerait pas. D'abord, il y a cette révélation. Au départ, Planck se dit bon bah voilà, c'est un arrangement mathématique, mais la réalité n'est pas celle-ci. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure des années que la réalité, au contraire, est bien celle-ci, ce qui est très contre-intuitif, ce qui est très bizarre, pour plein de raisons que je ne vais pas du tout épiloguer. Mais le fait est que cette révélation a amené une sorte de crise, je dirais, dans la physique, parce que jusque-là, on a toujours eu des phénomènes qu'on a associés à la physique classique. Mmh. C'est aujourd'hui ce qu'on va appeler la physique classique. Donc il y a deux branches. Il y a une branche qui va être, en fait, on pourrait la nommer la physique classique relativiste, qui va être, qui va être un peu tranquille, elle va être relativement intuitive pour nous, on va dire. Et après, il y a une autre branche qui est la physique quantique, et celle-ci, elle va respecter des choses très bizarres, notamment à cause du fait qu'il y ait H dans l'équation, donc le fait que toute particule élémentaire soit égale à 1. Et le résultat, c'est qu'il va y avoir plein de phénomènes très étranges qu'on va observer dans cette science, notamment le caractère discontinu de la matière, sa tendance à se téléporter parfois en apparence, voilà, plein de phénomènes très bizarres qui ont l'air même bien souvent interdits en fait par la relativité générale et la physique classique en général. Et donc on va avoir juste deux ensembles qui vont pas être d'accord du tout. On pourrait l'appeler la première révolution quantique. D'accord, très bien. Et donc, oui, en fait, on a beaucoup de choses à découvrir, bien que ça fasse 120 ans, tu remontes en Mmh. arrière à plus d'un siècle, mais on a quand même aujourd'hui beaucoup de choses à découvrir, en physique quantique. On est au balbutiement, je crois. Oui, la chance qu'on a, je sais pas si c'était une question, ce que je réponds, mais peut-être Oui, que oui, non, vas-y, vas-y, ouais, oui, c'est une question? Donc bah, en fait, il y a 2 choses, parce que le formalisme quantique, il a été mis en évidence en 1927. À partir de 1927, c'est grâce à l'école de Copenhague, on a eu une bonne idée de ce que peut faire le quantique et ce que peut pas faire le quantique. Quel sens ça a ça? Je sais pas. Mais, en gros, on a encadré mathématiquement tous les potentiels, tout le fonctionnement, l'essentiel du fonctionnement de la physique quantique. Et grâce à ce formalisme quantique, on peut utiliser plein de choses. Je peux utiliser un téléphone portable, je peux Oui. utiliser, on utilise Internet. Toutes nos technologies qui sont basées à la base sur des transistors euh, sont, euh, sont là grâce à l'équation de Schrödinger, en fait, qui va prédire le mouvement des particules élémentaires, des électrons donc, et de tout ce petit monde-là. Et donc, on sait que la physique quantique fonctionne. La grande nuance, et là où il y a un énorme, et là où c'est vrai, effectivement, il y a énormément à apprendre, c'est sur l'interprétation qu'on a de ce formalisme. On sait qu'il fonctionne, mais oh là là, qu'est-ce que ça raconte? C'est tellement absurde. Pourquoi? Euh, Pourquoi c'est aussi bizarre? On ne sait pas du tout. Et là où c'est intéressant, c'est que potentiellement, si on commence à approcher la réponse à cette question, pourquoi est-ce que c'est aussi bizarre, peut-être qu'on peut s'ouvrir sur une nouvelle compréhension du réel, ça c'est sûr, et du coup une nouvelle relation à la réalité. Et ça peut devenir très intéressant. D'accord, très bien. Je sais que dans tes travaux, tu parles aussi beaucoup de l'holomatière. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est, ce que tu entends par holomatière? Ouais. Donc là aussi, je vais, heu,
commencer par du coup ce drôle de holo au début. C'est le donc matière, pas besoin de définir. C'est bon, j'en ai sur moi. Par contre l'holomatière, je l'ai aussi sur moi parce qu'on peut la définir avec les 5 doigts de la main, on peut en faire le tour, mais je vais pas le faire ici forcément parce que c'est pas forcément, on va pas prendre le temps pour ça ici, mais en fait, elle a plein de propriétés. C'est pour ça qu'il y a 5 grands points dans la théorie de la matière. Pour faire relativement court, la théorie de la matière, dans sa définition, donc c'est holo et matière. Donc on reconnaît qu'il y a la matière qui existe, OK, elle est là, et à ça, on va ajouter une dimension supplémentaire qui est la dimension holo. C'est, ce préfixe, en fait, il fait référence au terme grec qui veut dire tout. Donc c'est l'idée que là, tout ce qui m'entoure et tout ce qui me compose au niveau matériel, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi un potentiel d'autres choses qui hem, peut couvrir aussi une qualité consciente dans une certaine mesure. L'idée, c'est quand même ça, c'est que fondamentalement, heu, la matière a un potentiel conscient. En gros, c'est ça l'idée, l'idée qui est au cœur de la théorie de la matière, donc une théorie qui a été développée par mon père, cette théorie, elle propose une description de la conscience, non pas comme étant, par exemple, le physicalisme. En fait, non, enfin, en science, on a une matérialiste, on va dire. Il y a une représentation de la conscience qui est souvent quelque chose qui est matériel Mmh. et qui est immanent. Donc c'est quelque chose qui est juste là, mais c'est quelque chose de matériel, c'est strictement ça. Et donc, si c'est matériel, ça doit respecter toutes les règles de la physique, en fait, fondamentalement, classique, relativiste. Ça n'a pas tellement, ça doit respecter toutes sortes, voilà, toutes ces choses-là qui sont assez contraignantes. Et puis, la vision spirituelle, souvent, enfin, il y a toutes sortes d'interprétations, hein, mais souvent, ça va être une description de la conscience qui est à la fois transcendante et à la fois immatérielle. Et donc la théorie de la matière se place, en fait, elle prend aux 2, on pourrait dire, et elle va prendre l'immanence de la représentation scientifique. Donc elle va dire: «La conscience est dans toute chose qui est», Oui. mais aussi, elle va emprunter le caractère immatériel à la représentation spirituelle. Donc elle va dire que la conscience, c'est quelque chose qui est en toute chose, mais qui est immatériel. Je D'accord. alors, va falloir être à l'aise avec les paradoxes, hein. Je préviens tout de suite. Parce qu'on joue en fait sur 2 réalités. Ça, c'est essentiel de le comprendre. Là, la théorie de la matière, en fait, elle amène une nouvelle dualité. On connaît la dualité onde-corpuscule. Dans la théorie de la matière, on justifie en quoi est-ce que onde-corpuscule, ce n'est pas possible parce que, ça, c'est de l'ontologie appliquée. Aristote, il me semble, disait que, toute chose qui se fait exister doit pouvoir se faire exister, et une chose qui se fait exister, c'est quelque chose qui doit être fluctuant par essence. Donc une onde peut se faire exister, elle s'autodétruit, elle s'auto-reconstruit ensuite. Mais quelque chose de rigide ne peut pas faire ce procédé-là. Donc il faut absolument qu'on ne préserve que l'onde. Donc ça, on peut se dire l'onde, c'est la matière. L'autre dimension, donc holomatière, ok, matière, c'est Mmh. onde, et holo, alors c'est quoi? Et bien ça, c'est quelque chose qu'on va appeler la phase parale, ce sera le seul néologisme de la vidéo. Et la phase parale, c'est ce moment où la matière n'est plus une onde, mais où elle est indépendante de son onde, on pourrait dire. Et c'est la conscience. C'est la conscience qui est à l'œuvre à ce moment-là. En tout cas, c'est l'hypothèse qui se déduit dans la théorie de la matière. Il y a vraiment D'ac cette dualité qui est fondamentale à comprendre, et c'est Mmh. amusant parce qu'il y a beaucoup de cultures spirituelles qui vont aller dans ce sens-là, d'un monde avec une dualité. Il y a un monde, par exemple, on parle dans le bouddhisme, il me semble, du monde manifeste et du non manifeste. Et les deux Oui. sont l'un côtoie l'autre, en fait. Et ça rejoint ça. C'est juste un clin d'œil, c'est un hasard, mais ça, enfin, c'est un hasard. Ça rejoint ça, en tout cas, en un D'accord. sens. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous faire le lien, avec la santé? C'est-à-dire, donc le lien de ce qui est du quantique et de l'holomatière, avec la santé. En fait, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Est-ce que tu as une vision à nous partager de la maladie qui pourrait, inclure ces notions-là? Qu'est-ce que tu peux nous Mmh. dire là-dessus? Merci pour la question. Je dis merci parce que c'est une super question. Mmh. Hem, Oui, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur, sur la santé, sur oui. la maladie et surtout sur la santé. Alors?
Ici, la s donc c'est une question qui implique beaucoup de notions en même temps, et donc concrètement, on va partir de la fin là, qui était, cette dualité dans la réalité et je vais être un peu plus radical. Donc pendant la rédaction du cours d'ailleurs, j'ai eu une sensation un peu un moment, j'ai eu ma nuit eureka quoi. J'avais une grande excitation de me dire: «Mais si on file» en fait, c'est on part de la théorie de la matière et si on Mmh. prend la théorie de la matière et qu'on file ça, on peut arriver à déduire, certaines choses, qui vont pouvoir, voilà, enrichir nos compréhensions de certains phénomènes. Déjà, si j'ajoute la variable conscience dans n'importe quel phénomène physique, puisque autour de moi, il y a que des phénomènes physiques, alors j'apprends qu'il y a une nouvelle variable dans tout phénomène qui se produit autour de moi. Donc déjà, ça, c'est un truc fondamental. La conscience, c'est une variable non nulle dans tout phénomène. À partir de là, si elle induit, enfin, si elle vient, si elle a un vrai rôle, comme certains physiciens du XXe siècle d'ailleurs émettaient l'hypothèse, mais c'était une hypothèse un peu intuitive, mais ils sentaient que potentiellement, effectivement, la conscience pouvait avoir un rôle. Si je sais qu'elle a un rôle dans les phénomènes, quels qu'ils soient, Mmh. est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle dans la guérison? Et la guérison, qu'est-ce que ça concerne? Sinon, justement, peut-être des choses conscientes. Un caillou malade, c'est rare. Enfin, je sais pas, mais donc justement, on sent qu'il y a quelque chose. Quand ici je parle de guérison et donc de maladie, en fait, les 2 vont de pair forcément. Il y a pas Oui, de on peut pas parler de guérison sans maladie. Hem, l Donc la maladie, c'est pas seulement un mal physique, par exemple. C'est pas seulement parce que mes organes font du bruit. C'est pas seulement un mal psychique non plus pour moi, c'est un mal plus large, alors un mal, mais en tout cas, c'est lorsque certaines situations, par exemple, se répètent. C'est lorsque, des relations, leur forme, ça se répète aussi. C'est plein de choses comme ça qui m'arrivent. Donc c'est tout ce qui me vient de l'extérieur. Là aussi, l'extérieur, c'est tout ce qui est relatif à la matière, quand l'intérieur, c'est tout ce qui est relatif à la conscience. C'est pas l'intérieur de mon corps. Quand je parle de tout ce qui est à l'extérieur, c'est une maladie dans mon corps, c'est l'extérieur de moi. Parce que si ce que je suis en essence, c'est la conscience, alors ce qui est concerné, c'est l'extérieur de moi en un sens. oui. Euh, et d'ailleurs, pour appuyer ce point, parce que c'est pas évident, ça, je veux dire, moi aussi, ça m'arrive de m'identifier à mon corps, mais il y a un truc amusant, c'est par exemple, si on prend, si quand j'aurai 70 ans, je regarde une photo de moi, heu, quand j'avais 10 ans et bah, plus aucune cellule qui me composait sur la photo est encore vivante aujourd'hui, en moi, d'ici mes 70 ans. Parce que les cellules qui je crois durent le plus longtemps, c'est les Oui, cellules, nerveuses, c'est à peu près 55 ans à peu près. Donc en d'accord. fait, si je suis toujours moi à 70 ans, je peux pas être mon corps, je peux pas être ce qui me compose à ce niveau-là. Mais je suis le témoin qui témoigne de tout ça. En tout cas, Oui, voilà, oui. sur le niveau conscience, si je suis quelque chose, je suis plutôt ça, si la conscience existe effectivement. Et donc, hem, la maladie, c'est là qu'elle apparaît. Fondamentalement, c'est une confusion avec ce que je ne suis pas. Et donc c'est presque une création faite maison. Ça va être une création que moi-même, je vais ajouter sur la réalité et cette création dissonante, je vais tenter de la faire survivre. Enfin, elle va en tout cas justifier le fait de survivre et moi je vais lui donner mon attention, je vais la nourrir, je vais faire tout ça. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est une fausse représentation de soi. C'est un soi contraint et limité. Alors que moi, si je suis conscience et que toutes les contraintes concernent la matière, mais que je ne suis pas la matière, bah, je ne suis pas vraiment contraint en fait fondamentalement. Et donc bon, c'est potentiellement, ça peut aller, c'est fantastique en fait de Ah oui. réaliser à quel point on est grand, hein, en Ah soi. oui, 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 oui. Oui, Ouais. oui. Mais si je me reconnais comme étant, voilà, une idée de moi qui est forcément moins que ce que je suis vraiment, là, je m'interdis en un sens les accès à tout ce pouvoir que j'ai. Et Mmh mh. donc toute la maladie et le seul truc, c'est en fait fondamentalement super simple, mais c'est juste tout le processus, c'est de reconnaître qu'il y a une maladie, donc c'est jouer, d'abord il y a une phase de discernement qui est importante, de reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mmh. Et ensuite, il y a un passage entier, d'ailleurs, hem,
Donc, je ne l'ai pas explicité, mais tout à l'heure, quand je me suis décrit, je n'ai pas précisé que j'avais écrit un cours. Mais donc, j'ai écrit un cours dans lequel il y a un passage entier justement sur la réalité. Parce que la notion de réel, en fait, vient être influencée énormément au regard de la théorie de la matière. Et donc, fondamentalement, le fait de passer de je suis malade, donc je suis confondu avec une idée de moi, à je me reconnais comme étant moi-même, avec toute la grandeur que ça implique, Mmh. mais pas du tout la grandeur de l'ego, hein, c'est vraiment une autre grandeur, évidemment. Et bah, reprendre contact avec ça, c'est ça la guérison. Et là où c'est subtil, c'est que c'est pas moi qui vais vouloir guérir en un sens, dans le sens de je veux guérir, allez, c'est parti. Euh, la motivation, c'est ultra important évidemment de ne pas vouloir ne pas guérir, ça c'est sûr. Quelqu'un qui ne veut pas guérir ne veut pas pouvoir guérir. Mais par contre, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à faire fondamentalement. Il y a juste à laisser être et à laisser faire par soi ce que la conscience aspire à faire d'elle-même, à savoir retrouver naturellement un état sain. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que naturellement, en fait, ce qui va amener une maladie, c'est des choses qui vont s'ajouter. Et c'est pas de ma faute. Je veux dire, moi, je sais très bien qu'il y a énormément de choses qui viennent me conditionner, qui sont pas vraiment de moi. Je veux dire, ça concerne, c'est peut-être la société. Enfin, je veux dire, c'est tout l'inconscient collectif de Jung, en fait. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau, effectivement, de la société, de mon genre, de tout l'imaginaire qui est associé à tout ça. Et tout ça va venir me conditionner Oui, et me reconnaître comme étant quelque chose qui précède ça, ouais, qui est avant ça. Naturellement, ça amène un état sain. Euh, Vraiment, la réponse que je donne là, elle est très c'est très systémique, en fait. C'est très une description de comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir, OK, alors comment on l'utilise du coup, hein? Mais oui, d'abord, c'est vraiment comprendre. C'est comme la physique. La physique, on peut donner des exemples parfois. Oui, jette une balle, tu vas voir qu'effectivement, ça fait une cloche. Bon, mais on va surtout donner des équations qui décrivent le fonctionnement des choses. Et là, vis-à-vis de la logique du processus de guérison, j'ai aussi cette même approche, qui va être une approche systémique. Là où c'est intéressant, c'est qu'en ayant cette approche-là, on peut enrichir de tous les accompagnements qu'on fait, qui qu'on soit, qu'on soit, je sais pas moi, pharmacien, qu'on soit chirurgien, qu'on soit, naturopathe, qu'on soit ostéopathe, ou qu'on accompagne juste, par la présence comme je fais, ou qu'on fasse toutes sortes de choses, psychologue ou autre, on peut toujours, si on considère la conscience comme étant une variable non nulle, on peut toujours enrichir notre méthode de cette variable-là. Et aussi, non seulement évidemment en tant qu'accompagnant, en tant que praticien, mais aussi évidemment en tant que soi-même, quelqu'un qui reçoit aussi l'accompagnement dans lequel il est, dont il tire les bénéfices. Et donc il y a un enrichissement à tous les niveaux. oui, C'est juste le fait de concevoir le fait que la conscience non seulement existe, est réelle, mais en plus, et même on peut tirer un peu plus le trait, euh, la conscience prime sur la réalité. En tout cas, c'est ce que suggère la théorie de la matière avec cette dualité matière-parale. Il y a l'onde, et ce qui va déterminer l'état de la matière, c'est toujours la phase parale. Donc c'est toujours quelque chose qui implique la conscience. Sans la conscience, en fait, la matière fondamentalement resterait à l'état virtuel éternellement. Et là, j'ajoute un tout petit point, c'est que si on a la matière qui, en l'état matière, est virtuel, et que le virtuel n'est pas réel, alors je reconnais que la réalité, c'est de l'ordre de la conscience. Parce que la oui, matière, elle est virtuelle en tant que telle. C'est oui, grâce à sa phase parale qu'elle devient réelle. C'est là la sensation où, où ça devient en fait euh, élémentaire. C'est-à-dire que partir de ce point de vue pour apprendre le réel, ça. Enfin voilà, je laisse tout le monde voir quelles peuvent être les implications. Mais ça change beaucoup de choses. oui. La conscience, elle se retrouve au cœur de la guérison. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, en Ouais, fait. Le lien entre la guérison et la conscience, ou la conscience et la guérison. ouais. Le lien entre la conscience et la guérison, oui. D'ailleurs, une maladie ne concerne forcément que la dimension matérielle d'une personne. Mmh. Elle concerne que, je veux dire, même si, voilà, si je parlais d'événements à répétition, quelqu'un qui va tout le temps, j'en sais rien moi, se cogner un orteil, le même orteil toujours, au même endroit, Mmh. et bah, ça rejoint un peu tout ce qui est lié aux synchronicités, par exemple.
si ce qui m'entoure est fondamentalement conscient, oui, évidemment qu'il y a une relation et qu'il y a une communication en permanence avec tout ce qui m'entoure, évidemment. Et là, on rejoint du coup la loi d'abondance et toutes ces choses-là. Évidemment, Mmh. on retrouve des choses qui se croisent à tous ces niveaux-là. Parce que à un niveau, je suis lié à tous, au niveau de la conscience, et Oui, à un autre niveau, je suis bien distant. Et on est deux personnes, par exemple. Hein. Oui, bien sûr, on est séparés de tout le reste au niveau de la matière. Mais je pense que on est amené aussi à prendre conscience que maintenant, ça a fait son temps et que maintenant, on peut passer dans une compréhension plus avec cette dimension-là, justement, d'intégrer la conscience dans notre lecture du réel et se dire, mais en fait, je suis pas forcément séparé des autres. Euh, D'ailleurs, la physique, si elle dit que d'un côté, il y a le matériel, d'un côté, il y a ce qui n'est pas matériel, effectivement, si le matériel est le support de l'espace-temps, alors, au niveau de la conscience, il n'y a pas d'espace-temps, donc il n'y a pas de séparation. d'accord. Mm. Donc, en fait, est-ce que tu pourrais nous synthétiser, nous résumer, enfin, Ouais. pour simplifier, pourquoi, pour toi, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? C'est une séparation entre la conscience et nous-mêmes. Est-ce que c'est Euh, ça? Bah, nous-mêmes, si on est conscient, on ne peut pas être vraiment séparé de soi-même. Par contre, la maladie, en fait, ce qu'on appelle maladie, c'est le moment où, en fait, souvent, ce qu'on appelle maladie, c'est les, les phénomènes qui se produisent à partir de mon état, je suis malade. C'est-à-dire que là, la description que je fais, elle est très fondamentale. Après, elle est à décliner, à voir, Mmh. tiens, dans ma vie, en quoi, où est-ce que, effectivement, j'ai des choses qui vont venir se répéter, ou alors j'ai des choses qui vont m'arriver. La première chose, c'est déjà de dire, c'est pas de ma faute du tout, parce que je suis Mmh. conscience. Donc c'est pas de ma faute. Il peut m'arriver tout ce que je veux, c'est pas ça en fait. Là, c'est une confusion avec un soi coupable. Mais la confusion avec un soi coupable, c'est encore l'ego. Et moi, je dis, vous n'êtes pas l'ego. Et je suis pas le premier du tout à le dire, évidemment, Oui, oui, oui. mais je suis pas ça. La maladie, qu'est-ce que c'est sinon un appel de la réalité qui m'entoure et qui va me dire, qui va me donner comme une sorte de... C'est un cadeau très mal emballé, fondamentalement, une maladie. Mmh. Et je parle de ça en étant un être humain sur Terre qui a eu déjà des maladies et qui peut en avoir d'autres. Il peut arriver, il peut se passer plein de choses, évidemment. Hein. Donc la maladie, c'est comme quelque chose qui nous est présenté. Ça donne pas trop envie forcément d'ouvrir ça. Et je parle de maladie très globalement, hein, évidemment. Hein. Ça Oui, peut être des difficultés à quelque chose, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, et donc j'ai ça, il y a ça qui m'arrive. Et ça, si la conscience veille sur elle-même, si elle a une bienveillance de fond envers elle-même, pourquoi j'aurais pas une bienveillance de fond envers moi-même? C'est absurde. Bien sûr qu'en tant qu'être conscient, oui, je vais veiller à être bien. Et donc, dans cette perspective-là, je vais veiller à appeler, en un sens, à faire en sorte que la réalité m'amène des choses qui vont me montrer des choses en moi. C'est ça fondamentalement la maladie, pour moi, c'est voilà, d'une façon un peu logique, en tout cas, j'ai fait une sorte de déduction logique. La maladie, en fait, est un appel à me rappeler de qui je suis, fondamentalement. Donc, c'est en fait un levier pour mon évolution. d'accord. Et aussi laid que ça puisse paraître. C'est quelque chose qui va venir pour porter un enseignement fondamentalement. Pour dire, tu n'es pas ce que tu vois là, tu n'es Mmh. pas tout ça. C'est ce que tu es, c'est antécédent à ça. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Frédéric Lemarchand. Oui. Mmh. Oui, donc Frédéric, voilà, elle le raconte très bien. Je ne suis pas née vivante, je le deviens, elle écrit dans son livre. Et voilà, elle est née, elle a dû subir plusieurs transplantations d'organes vitaux. On parle de Mmh. cœur, on parle de poumon. Et tout ça l'a amenée à une profondeur incroyable. C'est une femme fantastique, je trouve. Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et elle a un humour fou aussi. Enfin, il y a un insecte qui vient de passer devant la caméra, j'adore. Et, et donc, ça l'a amené, on va dire, ça l'a forcé à évoluer. C'est ça en fait la particularité. Oui. C'est-à-dire que c'est très facile de continuer ma vie avec moi, mon idée de moi, et je continue là-dessus. Mais la conscience, elle dit, m'oublie pas, s'il te plaît, m'oublie pas. Tu peux continuer de faire ça, mais m'oublie pas. Mmh. Et plus moi je vais être motivé à revenir à moi, plus elle va me motiver à revenir à moi en me forçant en fait à ça. Mais c'est pas une punition du tout. Non, Vraiment, c'est pas une punition. C'est au contraire par bienveillance qu'elle oui. m'offre des choses.
La pour maladie, m'aider à prendre conscience de qui je suis fondamentalement. oui, la maladie nous fait grandir. Absolument. Mmh, Alors, fondamentalement, des gens peuvent aller encore plus bas dans la maladie. Je veux dire, et la maladie, encore une fois, c'est pas la maladie physique, hein, c'est globalement mmh, une personne qui a fait des choses, elle a fait des choses super, et puis là, tout d'un coup, elle perd tout ce qu'elle avait, sa maison prend feu. mmh. Enfin, je veux dire, il y a des drames, quoi. Est-ce que ça, et la personne va potentiellement lâcher du coup des choses, ou potentiellement elle va amener plus de conscience, plus prendre conscience de sa conscience. Mmh. Exactement comme moi à mon niveau, il y a plein de fois où il se passe des choses, au début, je les rejette ces choses-là. J'ai pas Oui, aimé, je vais tenter de les cacher, je vais repousser ça énormément, et au bout d'un moment, je vais prendre le temps de il y a des voilà, il y a des endroits où je vais prendre le temps pour laisser, voilà, ces choses-là, m'enseigner leur message, hein, m'enseigner ce que ça va me raconter. C'est bien possible de sûr. faire ça en tout cas, et donc plus rien n'a pas de sens. Tout est Oui, censé, parce que tout est, il y a une forme de, si la raison d'être. conscience est consciente, si elle a son libre arbitre, elle a son intention aussi, qui passe à travers moi notamment, qui passe à travers toute chose, et donc il y a une sorte de, on est tous connectés à cette même intention, et fondamentalement, la guérison, c'est le fait de se réaligner avec cette intention, qui passe au travers de la conscience, qui est qui nous sommes. Oui, 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 c'est joliment dit. Pas bien sûr. Est-ce que tu aurais peut-être un cas de guérison qui serait lié à cette conscience à nous donner, à nous citer par rapport à ton expérience ou aux personnes que tu as suivies? Ouais, donc j'ai écrit récemment un cours qui s'appelle, Thérapie physique quantique et neurosciences, et dans ce cours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vraiment faire un cours qui prenait en compte toutes les personnes de plein de milieux qui accompagnent, et donc Oui. j'ai demandé à des gens qui font peut-être du quantum healing, par exemple, des gens, une infirmière, enfin voilà, des gens de plusieurs secteurs, et il y a un chirurgien ophtalmo qui m'a raconté une histoire que je trouve vraiment intéressante. Hem C'est pas une histoire de rémission, c'est pas une histoire miraculeuse, hein, Non. heu et c'est exprès, c'est volontaire, parce que si vous voulez des histoires miraculeuses, il y en a plein, il y en a des milliers. Maintenant, ils sont recensés, allez dans n'importe quel hôpital, demandez un petit peu autour de vous. Par exemple, il y a des hôpitaux où c'est connu qu'on utilise les barreurs de feu, par exemple. Donc c'est des Mmh. personnes qui, par téléphone, libèrent des brûlures de certains patients, donc c'est des services de cancérologie, on utilise des lasers, et malheureusement, on brûle du coup des tissus qui ne devraient pas être brûlés. Et en faisant ça, des barres de feu viennent soigner des gens, mais Mmh. juste par téléphone parfois, à distance. Donc là, c'est par Oui. exemple un très bon exemple du pouvoir de la conscience. Mais ça, c'est relativement connu. Donc je me suis dit, une histoire qui pourrait être intéressante, ce serait presque l'inverse. On connaît souvent l'effet placebo, il est reconnu, on comprend toujours pas pourquoi, on sait toujours pas comment ça fonctionne. On dit c'est psychosomatique, mais ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un nom. Euh, Psycho, ça implique un sujet, la conscience, mais la conscience aujourd'hui en science, elle n'est pas reconnue comme étant réelle. Il y a rien qui dit où est le lien entre la conscience et la matière, quoi. Il y a pas cet élément-là, et cet élément-là manque. Donc juste dire ça, c'est insatisfaisant à un certain niveau. Je voulais pas rentrer dans ce débat. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'effet placebo et il y a aussi l'effet nocebo. Oui. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. C'est, par exemple, sur un médicament, je vais lire les effets secondaires et je vais m'attraper les effets secondaires, Oui. alors que concrètement, j'ai bouffé du sucre. Heu Oui. et 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 donc ça fonctionne vraiment. Il y a plein d'histoires, qui Ouais. racontent des choses comme ça, même des histoires qui finissent pas très bien. Il y a aussi autre chose qui illustre, mon histoire, c'est tout le psychosomatique. Ça veut dire, comment est-ce que mon corps va me transmettre un message que je ne peux pas recevoir? Tout ce qui m'intéresse dans un accompagnement, c'est à quel point est-ce que je vais pouvoir recevoir le message qui m'est transmis là. Ça, c'est une dimension qui ne peut pas être ignorée. C'est vraiment, elle est super importante. Euh, et, et quand elle ne peut pas être reçue, quand on reçoit quelque chose qui est pas agréable du tout potentiellement, et que, et que ce qui s'est passé, on peut pas le recevoir, alors il peut se passer quelque chose, notamment au niveau physique. C'est ce qu'on va appeler les maladies psychosomatiques. D'accord. Et par exemple, un jour, donc un chirurgien avec qui j'échangeais, pour la rédaction de mon cours, me racontait, j'aime bien toujours poser la question: «Est-ce que vous avez des histoires un peu bizarres?» Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on va utiliser la physique, pourquoi? Pour expliquer le monde, Oui. avec plein de phénomènes qu'on ne comprend pas du tout. Donc le chirurgien, raconte une histoire où il avait, une patiente qui un jour,
arrive chez lui et elle avait très mal à l'œil. En fait, l'histoire, c'est qu'elle a rencontré un homme il y a pas mal d'années et cet homme, c'était tout pour elle. C'était vraiment, c'était son monde, quoi. Mmh. C'était tout pour elle, c'était super important. Elle l'aime beaucoup. Sauf que, un jour, cet homme, lui a, fait très mal à l'œil. Je sais pas comment, mais en tout cas, c'était un vrai accident, quoi. Évidemment, c'était involontaire, mais du coup, elle, Mmh. elle s'est retrouvée très mal parce qu'elle avait à la fois une sensation, elle était très en colère, en fait, vis-à-vis de lui parce qu'il avait dû manquer d'attention à un certain degré et du coup lui faire très mal et en même temps et vraiment avoir causé des dégâts à un œil, en fait, très concrètement. Et en même temps, elle pouvait pas lui en vouloir parce que pour elle, cet homme, c'était tout pour elle. Et donc, elle s'est trouvée dans une tension Ah oui, très grande, en fait. Donc, c'est ça la souffrance, hein, c'est quand il y a une tension entre, oui, plusieurs choses, quoi. oui, Euh, et je crois que c'est Byron Katie qui dit la souffrance, c'est la distance entre ce qui est et ce que je veux. J'aime beaucoup. Euh, oui. et donc, elle était dans cette grande souffrance et le lendemain où ça lui est arrivé, en fait, elle ne pouvait pas donc crier, sa douleur parce qu'elle se disait: Mmh. «Non, j'ai pas le droit parce que voilà» et du coup, le lendemain, elle a développé un asthme et le chirurgien me disait: «Un asthme, c'est connu en psychosomatique comme étant justement, quelque chose qui se développe quand une personne ne peut pas crier, quelque chose. C'est un cri retenu, l'asthme, c'est ça, Oui, apparemment en psychosomatique». Je trouve ça super intéressant. La personne est bloquée, le lendemain, tout de suite, il y a quelque chose et c'est là, fondamentalement, ce que je veux te pointer. La guérison, on va se dire: «OK, je vais me lancer dans un grand truc». Tu sais, c'est le principe de, c'est le principe il y a un principe en physique qui dit que, j'envoie une énergie quelque part, l'énergie va être transmise, de façon égale. L'énergie du système va rester égale, en fait, tout au long. mmh, Hem Et on a l'idée souvent que pour la guérison, il faut rentrer dans quelque chose qui est forcément, peut-être un grand pèlerinage ou, et je dis pas du tout qu'il faut pas faire ça, absolument pas. Énormément de personnes ont effectivement vécu des guérisons improbables, vraiment des rémissions spontanées ou ce que, dans certains cas, on va appeler des miracles. Certaines personnes ont vécu ça parce qu'ils ont fait tout ce chemin, parce qu'ils ont fait tout ça. mmh. Ce que je veux dire, c'est que c'est le principe de c'est les lois de conservation de l'énergie. C'est ça que je voulais dire et souvent, on va se dire: «Il faut beaucoup de choses pour que peut-être que ma maladie très difficile». On a plein de cas de rémission spontanée de personnes qui sont en phase terminale de maladie. Frédéric Lemarchand, on lui a dit nombreuses fois qu'il lui restait quoi, 6 mois ou autre. Je connais plein de gens qui sont accompagnés par plein de personnes que je connais qui sont guérisseurs, qui m'ont raconté des histoires, mais tellement improbables. Il me restait 3 mois, il me restait Mmh. enfin, Pierre Dienenseger, on lui a dit: «Il vous reste 3 mois». Mmh. Heu, Tu vois? Plein d'histoires comme ça et ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller voir la personne et donc c'est des personnes que j'aime bien écouter quand elles me racontent, par exemple, que: «Mais là, j'ai pris une décision. Je me suis dit: "Maintenant, je vais m'écouter. Maintenant, je vais faire en fonction de moi, mais ce qui est vraiment profondément en moi"». Ça, je trouve ça magnifique et c'est là où il y a le: «Ah bah, c'est bon alors». Là, il y a le déclic potentiellement, Oui, mais fondamental, c'est l'abandon, en fait. C'est vraiment l'abandon dans la conscience, quoi. Je vais pas dire plus de mots, juste c'est une abandon, quoi, on va dire. Et c'est ça que je veux dire, c'est que ce petit exemple-là, c'est une personne qui, parce qu'il se passe quelque chose, elle a ce réflexe de ne pas savoir quoi en faire et elle va développer, du coup, elle va le garder, ça va s'ancrer dans le corps. Et mmh. c'est ça la maladie, c'est qu'il va se passer quelque chose et je vais créer un imaginaire, en fait, fondamentalement autour de ça. Et c'est ça qui va créer quelque chose. Donc la maladie, c'est pas je vais faire quelque chose pour que ça aille mieux, mais plutôt je vais arrêter de faire tout ce qui Voilà. fait que ça va pas forcément dans le sens de ce qu'on va appeler l'état sain. C'est l'état de santé, quoi. Oui, 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 C'est oui. vraiment le message, fondamentalement, s'il y en a un, c'est celui-là, sur le Oui, fait de retirer plutôt que rajouter. oui. Je vais défaire la situation qui m'a amené à cet état de perte de santé. Voilà, défaire plutôt que de faire Absolument. quelque chose. Oui, oui, oui. Et fondamentalement, la petite nuance d'ailleurs, c'est que si on prend en compte la conscience qui est indépendante de la psyché ou du corps. Parce qu'on prend maintenant en compte la psyché de la personne en psychologie, par exemple, on prend le corps en général. Si je suis masseur, bah, je vais prendre en compte le corps. Évidemment, il y a plein de personnes qui se rendent compte en faisant leur méthode qu'en fait, quand par exemple, on masse un corps, ça va bien au-delà du corps, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'intégrer la variable conscience, parce qu'en fait, c'est la conscience qui naturellement va tendre dans le mouvement de la vie naturellement et va tendre à amener la guérison. Donc c'est pas moi, quand j'ai quoi que ce soit, je peux rien faire du tout. Je peux rien faire. Si je me sens mal, je peux rien faire du tout. Il y avait un mélange hier soir il y avait j'étais pris dans toute une ambiance
de déprime et de d'autres choses, parce que voilà, enfin, c'est un contexte, particulier et je revenais de ce contexte-là et je me sentais encore retenu par toutes ces énergies-là, Plombé. et donc ouais, j'étais plombé, quoi. Il y Mmh. avait tout ça qui était là pour moi et donc je peux rien faire. Je peux juste, hem, ouvrir un espace pour que la conscience fasse à travers moi et accueille tout ça. Donc je peux tout donner fondamentalement à la conscience. Je sais pas à quel point les termes sont plus ou moins évidents, mais c'est vraiment c'est là, ça se fait tout seul très, très, très bien. Quand je veux commencer à faire, là, je commence à interférer potentiellement avec la conscience, qui va naturellement dans le sens de la vie, en fait. D'accord, c'est bien, oui, oui, non, tu l'expliques bien avec tes mots. Je crois que Mmh c'est enfin, c'est très parlant. Je pense que c'est très parlant, mh. même pour, les gens qui vont nous écouter, qui t'écoutent, ça doit être très parlant, oui. Oui. Une petite question sur ton cours. Tu as fait, plusieurs fois allusion à ce cours que tu as Oui. écrit, cette formation que tu as préparée. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, pour nous expliquer quels sont, les bénéfices que les personnes vont en retirer de suivre ce cours? Mmh. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut en tirer des bénéfices? Dis-nous quelques mots là-dessus, voyons, Donc s'il te non, plaît. clairement, c'est pas fait pour tout le monde parce que, donc c'est un cours qui s'adresse spécifiquement aux praticiens en principe, hein, les personnes qui sont dans le médical ou le paramédical. C'est en tout cas ça qui m'a animé pendant la rédaction de ce cours. Il s'agit vraiment d'un cours, donc il s'agit vraiment de chercher à comprendre les phénomènes inexpliqués, qui semblent inexplicables aujourd'hui, qui peuvent se produire, dans le cadre médical ou paramédical. Il y en a beaucoup, énormément dans le médical classique aussi, énormément, Mmh. et parfois soi-même, on en est le moyen, hein, hem j'ai envie d'utiliser le mot on en est le médium, mais juste en termes de on est Oui, l'intermédiaire oui. de certains phénomènes qui se produisent, et on n'a pas idée de comment ça peut se produire. J'ai un ami, il est guérisseur, mais avant il était ingénieur. Il a jamais enfin, ce qu'on lui a expliqué en ingénierie, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et donc, on sait bien que la physique n'arrive pas à accéder du tout à tout ce pan de la réalité et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va le considérer au mieux, heu, illégitime, ce que plein de gens font, qui est formidable, ou alors on va carrément se dire que c'est totalement faux. On va se dire que ça n'existe pas. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est pas du tout la volonté de mon père à la base, quand il a développé la théorie de la matière, c'est qu'il se posait des questions sur en quoi est-ce que en quoi est-ce que le cerveau est l'organe de la conscience, et comment est-ce qu'on peut harmoniser les deux physiques entre elles. Donc, il propose une réponse. La théorie de la matière est testable. Ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'on peut lui donner un ancrage scientifique, et ça, on voit ça avec des chercheurs, évidemment. Il y a un protocole à évaluer, mais c'est pas des paroles libres. Il y a toute la contrainte scientifique qui est impliquée dans ce processus-là. D'accord. Donc des personnes qui veulent vraiment comprendre ça, là, c'est des personnes qui sont concernées effectivement, mais qui ont la motivation pour comprendre ça. C'est un cours, donc c'est très pédagogique, c'est très progressif. Ce qui Mmh. m'intéresse aussi, c'est de mettre en relation tous les élèves, donc ça, c'est vraiment une intention de mon côté et aussi d'avoir dans une certaine mesure, cet accompagnement du coup, cette proximité et d'être encadré en fait, dans la mesure du possible, dans cet apprentissage. Ça peut passer par des Ça peut passer par plein de choses, mais c'est ça qui m'intéresse. S'il y a un cours, c'est pour transmettre une idée, donc c'est, comment faciliter le fait de la transmettre. Le cours a pour vocation effectivement d'être pédagogique. Ce qui est intéressant en tant que praticien, c'est que ça peut ouvrir la façon de faire. Ça veut dire je continue d'avoir la même méthode, heu, j'amène pas une nouvelle méthode, la la thérapie de l'holomatière, pas du tout. Mais on amène c'est plus fondamental. Mon père, il est très intéressé par la physique fondamentale, moi, c'est plutôt les implications, tout ce qu'on va pouvoir en faire. Mais c'est toujours aussi fondamental, ça veut dire en quoi est-ce qu'on peut enrichir notre médecine de toutes ces choses-là et donc c'est l'avènement d'une nouvelle médecine fondamentalement. Et donc les personnes qui veulent participer, de profiter de cette nouvelle connaissance du Mmh. réel, Absolument. là effectivement, c'est les personnes qui sont concernées. D'accord, d'accord, très bien. Mais j'ai pas répondu au début de la question, je crois. Je crois qu'elle est Heu, pas
Si, si, je pense, c'était, quels sont les bénéfices? Donc, voilà, Oui. qu'est-ce que, je voulais que tu nous parles un petit peu de cette formation, à qui elle Oui. s'adresse et quels sont les bénéfices que l'on peut, en retirer, enfin les thérapeutes ou les personnes, concernées donc justement. Non, non, je crois que tu as Oui. bien répondu. Bah, peut-être juste, tout court sur la formation en tant que telle. Oui, C'est une f enfin, le cours en tant que tel, donc c'est dans le cadre d'un organisme certifié d'État, oui. et sa structure, il est décomposé, je dirais, en 5 temps. Heu, les 3 premiers temps, c'est les 3 révolutions quantiques. Il y en a une première qui a été vécue dans le XXe siècle. C'est là où on Mmh. a découvert la physique quantique parce Oui. qu'effectivement, plein de gens, en fait, hem, on entend beaucoup le mot quantique et plein de gens, voilà, cherche à savoir un peu mieux de quoi il s'agit. Donc forcément, dans mon cours, déjà, on dit précisément de quoi il s'agit quand on parle de physique quantique. Ensuite, il y a un deuxième temps, c'est la deuxième révolution quantique. Donc là, Oui. c'est comprendre en quoi est-ce que la physique, finalement, quantique, elle est bizarre, mais c'est nécessaire qu'elle soit bizarre comme ça. Ensuite, le troisième temps, c'est le fait qu'on intègre la dimension consciente dans ces phénomènes. Ensuite, il y a un quatrième temps qui est spécifique, où là, il y a plein d'exemples, c'est sur les neurosciences, c'est sur toutes sortes de choses qu'on peut faire avec la conscience, on va dire. Mmh. C'est un passage avec plein d'exemples en fait, que mon père a beaucoup nourri là. Et ensuite, la fin, ça a trait à ce que je viens d'expliciter plutôt là pendant cet échange. C'est la partie spécifiquement sur le processus de guérison. Comment il fonctionne? Quelles sont ses étapes? Qu'est-ce qu'il raconte sur le sujet que je suis? Qu'est-ce qu'il m'apporte, même au quotidien? Heu comment est-ce qu'il peut venir enrichir ma méthode? D'accord, super. Ouais, oui. Oui, c'est bien parce que c'est tout ce dont on a parlé, dans cet entretien justement, hein, la définition de la physique quantique avec, les 3 révolutions dont tu as parlé, les 3 chapitres, ah très intéressant. Ça doit être un cours, vraiment, qui va intéresser pas mal de personnes, je pense. J'espère et avec un suivi, de ta part, donc un travail de correction, de C'est ta ça. part. Il y a un mémoire à la fin et ce mémoire est corrigé. Il nous est envoyé, ici et on corrige, le mémoire. D'accord, très bien. Impeccable. Est-ce que pour terminer, tu aurais, des recommandations pour les auditeurs, quelque chose à rajouter, un livre peut-être pour, introduire, ta formation ou, juste une recommandation, générale, peut-être? J'aime beaucoup écrire, mais pour l'instant, j'ai pas encore écrit de livre. Ça vient, ça va venir, mais Ouais? bientôt. Mais pour l'instant, de coup, de mon cru, pas du tout. Heu, En fait, il y a pas parce qu'il y a pas grand chose à faire, j'aurais pas spécialement là de recommandation particulière à proposer, autrement qu'une recommandation très simple qui est, le fait de considérer le silence. J'entends par là que la conscience, sa particularité, c'est qu'elle est pas matérielle. Donc c'est ce qui est c'est c'est comme c'est pas du vide, mais, ça y ressemble vachement. C'est pas quelque chose. Hem Mmh. et donc la recommandation, ce serait juste en vivant, en continuant de vivre tous de exactement de la même façon, d'enrichir des moments où juste on note, heu, le silence qui se cache derrière tout ce qui est autour de nous. Juste prendre ce petit temps, parfois, à chaque fois qu'on y pense en fait. Et Mmh. ça, si vous faites ça, ça vaut, tous les cours du monde, tous les livres, du monde, ça vaut tout en fait. Mmh. Vraiment, le la seule utilité qu'un cours a ou qu'un livre a, c'est d'amener à expérimenter ça et c'est d'une simplicité, mais ineffable. Vraiment, c'est D'accord. extrêmement juste S ou juste de voir la beauté parfois aussi. Mmh. C'est des choses comme ça et en fait, c'est là que que la dimension consciente prend plus son avènement en fait dans nos expériences de vie, et juste ça, ça change énormément de choses. Se connecter. Se connecter à Ouais, en soi, être en connexion et le plus souvent possible. tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Bon, beh, c'est très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était très gentil à toi d'accepter ce bel échange et Mmh, je crois que ça aura été très intéressant pour nos auditeurs. Merci bien mmh. Florian. Merci beaucoup.